Il y a quand même eu beaucoup d'argent investi dans des projets qui n'auraient jamais dû voir le jour ou qui n'auraient jamais survécu s'il n'y avait pas eu un peu ce côté fake, synthétique de l'argent facile. À une certaine époque, vous parliez avec des directeurs d'investissement, ils vous disaient, bah oui, mais comme c'est dans un cadre fiscal avantageux, nous on investit dans certaines boîtes en sachant très bien que ça ne tient pas la route. Et... Claude Calmont, bonjour. Merci Bonjour d'avoir accepté notre invitation et bienvenue au podcast FinTech Fair, podcast d'un genre nouveau qui donne la parole aux acteurs et innovateurs de l'écosystème financier. Bonjour. Avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Oui, avec grand plaisir. Donc, je suis Claude Calmont, le fondateur du groupe Calmont Partners. Je suis jeune papa d'un petit garçon de 2 ans. Voilà, j'ai commencé à créer le groupe il y a 3 ans. On démarre notre 3e année là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'un petit écosystème assez sympa qui s'est développé au fil de l'eau autour de l'humain, du capital et de la communication. En fait, on a d'abord ouvert un cabinet de chasse spécialisé dans les métiers de l'investissement pour après ajouter des briques qui naturellement sont arrivées. Ce n'était pas forcément la stratégie de départ, mais une petite boutique de conseil à la levée de fonds et à la transaction qui est basée entre Genève et Paris avec des professionnels du métier. Et un 3e pôle, très intéressant aussi, qui autour des sujets de la communication. On a fait l'acquisition d'un média en ligne il y a maintenant 1 an et demi, qui s'appelle Finyear, pour Financial Year, où on parle de finances traditionnelles et de finances décentralisées. Et ça nous a donné l'envie d'étendre en fait ce service à des relations presse plus larges. Donc on accompagne aussi nos clients dans leur présence presse en France et à l'international. Donc aujourd'hui, ça fait... voilà, j'aime bien le terme écosystème, je trouve que ça définit bien ce que l'on fait. On est bientôt une petite dizaine de personnes, donc entre Paris et Genève. Super, je pense qu'écosystème, effectivement, c'est le bon terme. Ouais, ça marche bien. Ouais. Dans votre cas. Alors, on va revenir un peu en arrière et aller un peu plus doucement pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous êtes très actifs et c'est très intéressant, toutes les choses que vous mettez en avant. Donc, d'abord, on va être sûr que tout le monde est sur le même bateau. Pas de problème. Qu'est-ce que votre entreprise ? Alors, c'est une plateforme de service dans un environnement financier. On est vraiment, notre ADN sont les services financiers au sens assez large. Sur le recrutement, on travaille avec des banques d'affaires, des fonds, des startups plutôt fintech, des cabinets de conseil. Donc, quand vous dites recrutement, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on fait de la chasse de tête, c'est-à-dire qu'on accompagne les clients que j'ai mentionnés dans leur recherche de candidats. En France et à l'international pour des postes qui vont, j'allais dire, de entry level, donc analyste, associate, qu'on retrouve donc dans en M&A, en private equity, en conseil, jusqu'à des postes de direction, COMEX, fondateur, ce qu'on appelle un peu les C-level, les Anglais aiment bien ça. Pardon, il y aura peut-être un peu d'anglicisme parce que c'est vrai que l'environnement est assez drivé par ça. Voilà. Et donc en fait, le principe du chasseur de tête, c'est qu'il accompagne, on est vraiment partenaire de nos clients, parce qu'on les accompagne dans leur croissance, dans la création de postes, le conseil sur la rémunération, on nous demande de faire des études de marché pour savoir comment on se positionne, et c'est surtout d'aller chercher ces candidats, les convaincre de rejoindre l'aventure chez nos clients, avec comme objectif final de les accompagner sur le long terme, puisqu'on aime bien, en fait on s'est lancé grâce à des boutiques en croissance qu'on a accompagnées et on a doublé leur effectif, ça fait 3 ans qu'on retravaille avec eux et c'est un peu cet ADN d'entrepreneur qu'on a chez nous, c'est qu'on comprend les enjeux de sociétés qui doivent se développer, arriver sur un nouveau marché, créer une nouvelle practice, etc., etc. Donc vraiment l'accompagnement en amont pour répondre au mieux aux besoins. On appelle ça tailor-made. C'est ça. Donc, c'est sur mesure. Il n'y a pas un mandat équivalent à l'autre. C'est ce qui est aussi hyper intéressant dans le job. C'est qu'on switch. Un coup, on est dans un grand cabinet de conseil. L'autre coup, on est dans un petit portefeuille de participation d'un fonds de private equity. Des créations de bureaux en France pour des acteurs internationaux, etc. etc., etc. Et c'est super riche, en fait. On apprend énormément au contact, justement, de tous ces gens-là. Bien sûr.
Et donc ça, c'est aujourd'hui l'activité principale de Calmont Partners ? C'est le core business, c'est ce qui a été lancé il y a maintenant 3 ans, donc on démarre la 3e année du cabinet, et c'est ce qui a permis justement de financer le développement des autres activités. Ouais. D'accord. Les autres activités ? Les autres activités, donc on y vient, effectivement. Après, j'expliquerai aussi peut-être la genèse du pourquoi on est arrivé à cet écosystème, mais c'est vrai que la logique d'avoir monté cette boutique d'accompagnement à la levée de fonds, c'est venu du fait qu'il y a quelques années, moi j'ai commencé à faire des investissements dans des startups en direct, en tant que business angel, et je me suis du coup intégré dans un écosystème de start-upers, de business angels, d'entrepreneurs un peu plus confirmés, avec toujours quand même ce constat que les sociétés très jeunes avaient beaucoup de mal à lever des fonds. C'est très compliqué quand on est au démarrage d'une aventure, et qu'il y avait un peu un trou sur le marché. C'est assez, entre guillemets, plus simple en tout cas de lever plusieurs millions quand ça fait quelques années que vous existez. C'est très difficile de convaincre des business angels, parce que c'est aussi la partie risquée. Et j'avais envie de continuer à avoir des dossiers en me disant, si en fait on est à l'origine de l'analyse pour le compte d'investisseurs, rien ne nous empêchera de continuer à mettre des billes dans ces projets-là, si ça nous intéresse, si on voit qu'il y a une traction du marché, etc. On est allé chercher de la smart money, des entrepreneurs investisseurs qui ont vraiment aidé ce projet à se développer, en France et à l'international, et c'est ce qu'on veut apporter aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire que si on prend la place parisienne, où c'est vrai que l'écosystème est très resserré, tout le monde se connaît, les fonds ont beaucoup de je dirais, un peu la même stratégie d'investissement. Il y a beaucoup de boîtes au milieu de ça qui peuvent être un peu perdues ou qui ne rentrent pas forcément dans les cases. Et c'est là où nous on intervient, c'est justement ce sujet de ne pas rentrer dans les cases. On va chercher des investisseurs qui recherchent ce type d'opportunité. Et j'espère que ce premier dossier, c'est le coup d'envoi d'une belle aventure, avec l'objectif de créer une petite boutique de conseil entre Paris et Genève. On vous le souhaite en tout cas. Ouais, je nous le souhaite aussi. En parlant de Genève, du coup, comment ça se passe ? Donc vous êtes principalement implémenté à Paris, et vous souhaitez venir vous implémenter, ou vous êtes déjà plus ou moins implémenté à Genève, pour quelle raison ? Effectivement. Alors on a en fait, c'est la raison numéro 1, c'est le fait que Loïc, qui nous a rejoint l'année dernière, lui est ici, et je trouvais très pertinent le fait de consolider cet axe Paris-Genève, où l'écosystème est extrêmement financier ici aussi. Donc lui se concentre sur le développement de notre activité de la levée de fonds ici, ce qui nous amène aussi à avoir un pied au Luxembourg, parce que les deux sont très liés d'un point de vue investisseur. Et j'ai rencontré hier la personne qui normalement devrait nous accompagner dans le développement de la chasse de tête ici à Genève, pour nous ouvrir les portes des banques, des asset managers, des fintech. Voilà. Donc le projet se consolide. En fait, c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas le faire tout seul. J'ai des idées plein la tête. Mais ça s'active une fois que je rencontre les bonnes personnes et que je comprends qu'on regarde dans la même direction. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc pour l'instant, oui, on consolide le bureau parisien parce que c'est là où est le gros de notre activité. Mais il y a un vrai projet sur l'année 2023 de consolider notre présence en Suisse. Finalement, la Suisse, ou dans ce cas Genève, elle a des avantages ou des complémentarités en comparaison avec la place parisienne. Je ne connais pas très bien. C'est très, ici c'est très orienté, j'allais dire, finance traditionnelle, de la banque privée, de la gestion de fortune, c'est ce qui anime le marché, là où vous avez peut-être beaucoup plus de fonds de private equity à Londres par exemple, ou même à Paris. C'est vrai qu'ici c'est plutôt cette finance traditionnelle, même si on se rend compte que les institutionnels sont en train de regarder dans la direction de l'innovation technologique. On parle de plus en plus de blockchain, de fintech, de crypto-monnaie, etc., etc., initiés par ces mêmes acteurs institutionnels suisses. Donc on se dit qu'il y a un truc à faire, ici. Et en fait, comme on a cet ADN international, on se dit que on a des clients et des candidats de chaque côté de la frontière, donc c'est très intéressant pour nous d'être implantés. Et puis c'est important d'être aussi en local. Quand on attaque l'international,
Alors, je vous dis ça et en même temps, j'ai monté le cabinet en plein Covid. J'ai tout fait à distance pendant 1 an et demi. J'avais pas vu un client par un candidat, ce qui peut paraître assez aberrant dans un métier où c'est l'humain qui est au milieu. Mais maintenant que les choses ont repris un peu le cours normal, avoir un bureau à Genève, c'est très stratégique pour nous. Ah, c'est un must. Enfin, je ne peux pas imaginer le développement sans ça. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté en me disant est-ce qu'il serait possible de nous mettre en contact avec telle entreprise. Et en fait, je leur expliquais que si vous n'avez pas un bureau à Genève, même s'il est petit, mais ça reste quand même une marque d'engagement. Absolument. Ça donne aussi confiance parce que la personne qui est à Dubaï, qui est machin et tout, oui, c'est bien, mais quand vous vous implémentez quelque part, c'est aussi une volonté de montrer qu'on est là, c'est pas du one shot, on veut pas venir un petit peu et partir. Et je trouvais justement très intéressant de vous avoir à cette étape de développement que vous ça avez. tombe bien. C'est justement, c'est assez intéressant parce que très rapidement, vous serez dans les rouages genevois, etc. Et là, vous êtes encore avec un œil extérieur. Ouais. Et je trouvais intéressant d'avoir à ce stade justement votre avis sur les deux places et de pouvoir faire la comparaison. En fait, c'est primordial d'avoir des gens du cru, quoi. Mais comme si demain on ouvrait un bureau en Allemagne, en Angleterre ou ailleurs, la personne d'ailleurs qui va nous rejoindre sur la partie chasse de tête est suisse, ça fait 30 ans qu'elle travaille ici, elle connaît l'écosystème. Donc c'est tout à fait naturel de s'appuyer sur ce type de personnes. Et pour revenir sur l'intérêt d'avoir un bureau à Genève, hormis le côté très chic, parce que c'est vrai que ça fait toujours très bien, c'est très stratégique. Ouais. Ce serait difficilement faisable autrement. Oui, j'ai cru comprendre qu'on n'ouvrirait pas les mêmes portes si on continue à le faire à distance. Ce qui peut être compréhensible. Oui, mais c'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de... Même à Paris, il y a beaucoup de cabinets concurrents anglais, allemands, américains qui veulent attaquer le marché parisien avec des gens qui ne parlent pas forcément français ou des consultants qui ne sont pas forcément sur place. On voit que très vite, il y a un gap culturel qui les empêche de se développer comme ils voudraient. Alors, il y a un autre aspect aussi qui est intéressant dans votre situation à l'heure actuelle, c'est que vous avez choisi de diversifier votre activité. Elles sont bien évidemment complémentaires, malgré tout différentes. Et comme vous avez dit, à Genève, en Suisse, on est encore très traditionnel. Donc, on aime bien garder les choses, on va dire, un peu cloisonnées. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ces deux aspects ? Alors, ce sont les commentaires qu'on a eus assez rapidement en disant « Ah, mais je comprends pas, t'es pas chasseur de tête, tu fais de la levée de fonds. Ah, mais attends, tu fais des relations presse, etc. » Bon, déjà, ce sont 3 marques différentes, 3 structures indépendantes les unes des autres, alors détenues par le groupe. Mais on a des clients sur certaines activités qui viennent nous voir de façon, je dirais, pure player. Ils ne veulent qu'un cabinet de chasse spécialisé en finance, très bien. Mais on a aussi, du fait d'en parler et de dire qu'on fait autre chose, certains de nos clients qui nous demandent d'avoir accès aux autres services. Je prends l'exemple cabinet de conseil en fusion-acquisition, pour qui on fait du recrutement depuis 2 ans. Ils se posent des questions sur le placement de leur marque, sur leur message, leur perception sur le marché, etc., etc. Et comme ils savent qu'on les connaît par cœur, parce que quand on recrute pour la même boîte pendant 2 ans, on connaît vraiment la culture, et on peut apporter un service différent. Donc une chose est sûre, c'est que les étapes de développement ici seront très claires, ce seront marque par marque. Si demain, après, il y a des opportunités d'accompagner un seul et même acteur sur 2 ou 3 volets, très bien. Mais c'est vrai qu'on a la possibilité d'offrir ces services. Ça ne veut pas dire que si vous travaillez avec Almond Partners, vous êtes obligé de signer pour les 3 services. Alors, je pense que ça dépend peut-être des mentalités. Je pense que là, clairement, la mentalité anglo-saxonne ou la mentalité francophone fait la différence. Est-ce que le fait d'avoir différents outils, selon certains vus comme une grande force, par la diversification, et d'autres se diront « Ah non, on fait tout à 100%. Si on fait les choses à moitié, on les réussira qu'à moitié. » Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, nous, le truc, c'est qu'on fait rien à moitié. J'ai recruté justement des professionnels de leur métier sur les 3 activités. Et croyez-moi, quand on fait, on y va à fond. Et en fait, l'ouverture sur les autres sujets se fait assez naturellement avec nos clients. Je prends un autre exemple. On travaille avec un Big Four à Paris qu'on accompagne sur beaucoup de recrutements.
on est en train de leur proposer de travailler aussi sur leur marque employeur. Parce que c'est un marché très compétitif, leurs offres d'emploi ressemblent quasiment au mot près à ce que font leurs petits camarades de l'autre côté du trottoir. Et en fait, on est force de proposition. Donc, c'est là où on apporte le lot de service. Et en fait, les retours clients sont extrêmement positifs. Ils nous regardent, parfois on a l'impression qu'on a réinventé le feu. Enfin, c'est ah mais oui, on n'y avait pas pensé, on a des équipes en interne qui galèrent parce que. Et en fait, on apporte des solutions. Le marché, de toute façon, si on reste sur l'environnement du recrutement, les banques ou les asset managers suisses font face aux mêmes problématiques. On est sur un marché extrêmement tendu, on a des attentes côté candidats qui ont complètement évolué. Donc oui, ils ont peut-être encore une approche un petit peu, on va dire, old school. Toujours est-il qu'ils ont besoin de recruter, et s'ils ne se mettent pas à la page, ils ne pourront pas faire face à la concurrence internationale, qui, elle, s'adapte beaucoup plus vite. C'est quoi les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui ? En tout cas, les entreprises, qu'est-ce qu'elles rencontrent comme problématiques pour le recrutement ? Parce que quand vous parlez... Quand vous vous placez du côté des employés, tout le monde dit « Ah, mais plus personne ne va engager, les entreprises, c'est pas cool, elles sont très exigeantes, il y a toujours les bons candidats, mais comme si les entreprises ne le voyaient pas. » Et à l'inverse, quand on parle avec des acteurs comme vous et d'autres qui recrutent, ils disent « Ah, mais nous, on a un problème, on n'arrive pas à trouver les bons candidats, on n'arrive pas à les maintenir ou à les garder dans les entreprises. » Pourquoi il y a un mismatch et c'est quoi le problème ? En fait, il y a eu un grand switch dans la tête des gens avec le Covid. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ouvert les yeux sur leur situation et qui ont tiré la conclusion que ça leur convenait plus. Le gros challenge, déjà, ça a été de faire revenir les gens au bureau après le Covid. Et on a vu un petit peu tout, c'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui ont dit « Ok, nous, c'est bon, c'est full remote. Bon, maintenant, les autres, non, tout le monde revient, etc. Parce qu'en fait, on ne savait plus quoi faire de ces gens qui ne voulaient plus monter dans un métro pour aller au bureau parce qu'ils partaient du principe que c'était du temps perdu. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs, quand on réfléchit à ça. Mais du coup... Premier impact, c'est que on a des cultures d'entreprise qui se sont un peu effondrées, parce que si vous êtes en Zoom ou en meeting Teams toute la journée, il se passe pas grand-chose. Et il n'y a rien de plus désagréable que faire une journée de visioconférence, où le truc s'arrête, vous reprenez l'autre, etc. Il n'y a plus aucune cohésion. On a des managers qui se sont retrouvés complètement dépourvus, parce qu'il fallait piloter des gens à distance, sans formation. On s'est tous retrouvés du jour au lendemain à dire business as usual, mais maintenant tu n'as plus les équipes sous la main, il faut quand même que ça continue. Donc le vrai challenge en fait, c'est de convaincre les gens qu'il y a encore quelque chose à faire dans l'entreprise, mais peut-être de le faire différemment. Donc c'est aussi très intéressant de voir ce que proposent certaines entreprises pour être innovants, pour attirer et surtout garder ces gens. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs, et surtout dans des conditions qu'on ne voyait pas avant. C'était des départs sans avoir de projet signé derrière. On a des candidats qu'on accueille aujourd'hui, ils nous disent moi ça fait 6 mois que je suis plus en poste, j'avais besoin de prendre le temps pour réfléchir à mon projet. Moi, la première chose que m'ont dit mes parents, c'est tu bouges pas tant que t'as pas signé ailleurs. Je veux dire, on a tous grandi dans un peu cette peur alors déjà du CDI et tout ce que ça implique, les garanties, la sécurité de l'emploi, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un truc c'est pas grave. De toute façon, je trouverai ailleurs. Alors tant mieux, parce que du coup ça crée du volume, et à la limite, nous, comme on est intermédiaire, plus il y a de volume sur le marché, plus ça nous arrange. Mais il faut repenser en fait l'attraction des talents dans l'entreprise. Il faut parler projet, il faut parler long terme, il faut parler implication, bien-être, équilibre, etc. Et c'est vrai que pour notamment le marché des services financiers, qui est notre spécialité, c'est un vrai game changer, parce que vous avez des banques qui ont toujours recruté sur leur situation de marché, les américaines, les anglaises, le nom suffisait, les gens se battaient pour aller travailler chez eux, et aujourd'hui ils se rendent compte que les juniors, ils sont plus prêts à travailler jusqu'à 4h du matin pour faire des PowerPoint, sans qu'on leur explique le pourquoi du comment. Et c'est là où
ça commence à devenir intéressant parce qu'ils ont toujours autant besoin de recruter, mais ils ne peuvent plus recruter systématiquement les mêmes profils. On avait les top banques qui recrutaient toujours dans les top écoles avec à peu près toujours les mêmes profils. Et là, bizarrement, on s'ouvre un peu plus. On pourrait considérer quelqu'un qui vient de tel secteur ou quelqu'un qui n'aurait pas forcément cette expérience-là, mais qui pourrait nous apporter autre chose. Et bizarrement, vous commencez à créer un peu plus de mixité dans les équipes. Donc, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que le rapport de force a été complètement inversé. Aujourd'hui, en tout cas, encore une fois, sur nos marchés, c'est le candidat qui a la main. Ça, c'est évident. Donc, ça change complètement la dynamique des process d'entretien. L'employeur est beaucoup plus dans la séduction, convaincre le candidat de venir, plutôt que expliquez-nous pourquoi vous voulez venir chez nous. D'accord. Et encore plus avec les nouvelles générations, où vous pouvez presque vous entendre dire expliquez-moi pourquoi il faudrait que je vienne chez vous. Donc là, l'employeur, si on a des gens en face d'une certaine génération qui ont toujours eu l'habitude d'avoir leur nom sur leur bureau où il fallait taper à la porte avant de rentrer, c'est difficile. C'est un petit challenge, ouais. C'est un petit challenge. Donc c'est hyper intéressant, ouais. Et on essaye d'être justement force de proposition, conseil. On accompagne énormément nos clients dans cette réflexion. Mais vous savez, c'est super intéressant ce que vous dites parce que on a eu un professeur universitaire qui est venu spécialisé en finance, M. Nils Schmidt, et lui il disait qu'au fur et à mesure des années, il voyait de moins en moins d'étudiants dans les spécialisations finance, que ça faisait plus autant rêver comme avant. Et c'est vrai que nous, à l'époque, je pense qu'on est de la même génération, mais à l'époque, nous, la finance, c'était le Graal ultime, quoi. Et c'était un truc où il y avait que des mecs. Moi, tous mes copains aujourd'hui, on est tous du même master dans la même école. Et effectivement, il y avait le master finance, il y avait le master audit, et le reste, c'était pas dingue. Manque de bol. Moi, j'étais diplômé en 2009. Pas vraiment dire que ce soit les meilleures années pour trouver du boulot en finance, donc il a quand même fallu réfléchir un peu à tout ça. Et aujourd'hui, il y a des modes. Alors, on parle beaucoup de blockchain, on parle beaucoup de data, parce que le focus des employeurs est aussi là-dessus. Les développeurs, il n'y a jamais eu autant besoin, il n'y a jamais eu autant de recherche de dev. Donc c'est vrai que le candidat, j'allais dire un peu, c'est pas péjoratif, mais lambda, qui a fait la bonne école avec son master, l'analyse financière, le truc, le machin, qui a fait les stages, il y a beaucoup de boîtes qui vont chercher aussi de nouvelles compétences, notamment dans les sujets que je viens de citer, tout ce qui va être autour de la blockchain appliquée à la finance, autour du data management. Là maintenant, on parle plus que d'intelligence artificielle. Donc les profils qui arriveront avec un peu cette carte à jouer auront clairement un avantage sur les autres. Et est-ce que le fait de changer beaucoup de postes, à l'époque, et surtout sur le marché suisse, c'était pas du tout quelque chose apprécié parce qu'on était labeled, on était étiqueté comme quelqu'un de pas fiable. Et de plus en plus, même, je pense que vous l'avez peut-être vu très certainement, et même sur les profils LinkedIn qu'on voit, il y a beaucoup de gens qui ont des expériences de 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus commun. Il y a un vrai changement, mais que moi je trouve très positif, c'est l'arrivée du freelance, qui était déjà le cas partout ailleurs dans le monde. Hein. Si on prend la France, pour l'instant je connais un peu moins le marché suisse, mais CDI is king. C'était si t'es pas en CDI, t'as pas de situation, tu peux pas aller à la banque pour emprunter ton appartement, etc., etc. Aujourd'hui, on voit plein de gens, d'ailleurs des candidats qui nous demandent mais est-ce que ce poste-là est ouvert aux freelance ? Parce que moi j'ai démarré cette expérience-là et ça me va très bien. Parce que on est en maîtrise totale de la typologie de mission, de la typologie de clients pour qui on travaille. Et moi je trouve ça super positif parce que déjà ça fluidifie les ressources. C'est beaucoup moins contraignant pour l'employeur, c'est aussi beaucoup moins cher, parce qu'il ne faut pas oublier que un salaire, une fois qu'il est chargé, vous payez quasiment 1,5 fois la personne. Donc le décalage entre ce que l'employeur paye et ce que le salarié reçoit net après impôt, il y a une montagne qui disparaît. Donc c'est vraiment win-win. Mais d'ailleurs, chez nous, j'ai à peu près la moitié des gens qui sont à leur compte, qui me refacturent. Alors,
je leur garantis cette facturation, donc en termes, ça leur donne quand même une certaine sécurité financière. Après, c'est sûr, il n'y a pas tous les inconvénients du CDI où il peut y avoir des préavis longs, vous pouvez vous faire coincer par des salariés qui savent très bien que si vous ne les virez pas ou que vous ne leur faites pas une rupture conventionnelle, ils arrêtent de travailler. C'est un peu devenu la mode, ça, maintenant. Les gens qui veulent changer de projet, ils négocient une rupture conventionnelle, ou alors il y a toujours un peu ce côté menace. Et côté employeur, c'est très contraignant. Embaucher un CDI, c'est prendre un risque supplémentaire. Parce que, une fois que vous avez passé la période d'essai, là je parle du cadre français, une fois que vous avez passé la période d'essai, c'est compliqué de se séparer de quelqu'un, mais dans les deux sens. Donc ça ne vient pas améliorer la situation de marché, ça met encore plus de tension. On a encore des clients qui ont du mal à faire une offre à un candidat, même s'ils savent que c'est la bonne personne, à cause de ça. Alors que demain, vous leur dites, il est contracteur, il est disponible, il peut commencer demain, et puis si jamais ça ne se passe pas bien pour lui ou pour vous, il y a un mois de préavis, et puis vous passez à autre chose. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de boîtes qui auraient moins de difficultés à recruter. Mais est-ce que ça n'a pas un impact sur le business, la qualité du service qui est faite, dans le sens où, sur 5 ans, si vous avez engagé 2 ou 3 personnes, est-ce que c'est mieux parce qu'il y a plus de dynamisme et donc du coup plus de cerveaux qui se sont penchés sur la même tâche et ça apporte du sang neuf et c'est très bien, ou alors on peut se dire non parce qu'il y a 3 manières de faire qui sont différentes et puis pour la qualité et pour le fait de faire rouler le business au quotidien, c'est compliqué. En fait, ça va un peu dépendre des types de tâches. Il y a, je pense, certains métiers sur lesquels c'est compliqué, et puis il vous faut des gens impliqués à 3000% pour plein de raisons, de sécurité, de la donnée. Le problème du freelance, c'est que vous maîtrisez un peu moins le côté concurrentiel, le côté exclusivité. Il ne faut pas que ce soit requalifié en CDI non plus. Donc, encore une fois, c'est au cas par cas. Mais si on prend des métiers qu'on connaît bien, qui sont des métiers du conseil, qui sont périodiques. Si vous prenez la levée de fonds par exemple, vous allez travailler 6 mois, 9 mois, 1 an sur le dossier. Une fois que les fonds sont levés, vous passez à autre chose. Donc pourquoi est-ce qu'une boutique ne travaillerait pas avec des freelances en fonction de ses besoins, plutôt que d'avoir la charge salariale pendant toute la période où vous n'avez pas rentré de business, etc., etc. Et là, ça serait bien plus excitant pour tout le monde parce que du coup, on est à fond pendant, 8 mois ou 3 mois ou 4 mois sur un projet, puis on se donne vraiment à fond. Oui, bien sûr. Et puis si ça se passe bien, vous continuez à embaucher la même personne, etc., etc. En fait, la problématique de trouver la bonne personne n'est pas différente d'un freelance à un CDI. Une fois qu'il y a un fit et que ça fonctionne, c'est juste un cadre légal qu'on nous a, entre guillemets, un peu imposé, où on nous a toujours dit... c'est la seule option. Alors que aux États-Unis, le freelance, c'est quelque chose qui est extrêmement présent depuis très longtemps. Voilà, on y vient. Et aussi sur la poussée des nouvelles générations qui ont envie d'avoir cette sensation de liberté et d'être en maîtrise. Justement, c'est une question de génération, mais les générations qui sont un peu plus âgées, comment ça se passe pour elles? Je vois beaucoup moi, de candidats 35, 40, 45 ans qui, après avoir quitté un grand groupe, se sont mis à leur compte et vendent leurs services comme ça. Ça va pas à tout le monde non plus, parce que le côté entrepreneuriat... ça demande quand même un peu plus de choses que de juste signer une mission, faire son job et envoyer une facture. Beaucoup de gens qui sont paniqués à l'idée d'avoir aucun filet de sécurité, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais on en voit de plus en plus. Alors parfois c'est un peu forcé, parce que c'est vrai que dans certaines industries où il y a un rajeunissement, notamment dans les postes de direction, ce sont des gens qui peuvent avoir du mal à se recaser sur le marché. Il y a eu un gros boom, par exemple, des managers de transition.
Donc des gens qui vendent leur temps sur une mission donnée, avec des profils plutôt expérimentés, avec 20 ans de métier sur un sujet. Et ça, on en voit beaucoup. Mais je sais que dans le lot, il y a plein de gens, si on leur propose demain de revenir en CDI dans un grand groupe, ils iront. Donc, en fait, en fonction des niveaux de seniorité, on voit le nombre de freelancers exploser, mais c'est pas toujours pour les mêmes raisons. Vous avez parlé tout à l'heure de manager de transition. Comment ça se passe? Parce que être manager, gérer une équipe, il y a un aspect de confiance, il y a un aspect de relationnel qui se crée avec le temps. Je suppose que ces personnes-là, quand elles arrivent, c'est peut-être dans des périodes de crise ou dans des périodes compliquées. Comment est-ce que ça se passe en général? Alors, c'est un métier complètement différent et pour un de vos prochains podcasts, je pourrais vous présenter copains qui ont monté leur cabinet, parce qu'on va faire un focus là-dessus. Ouais. C'est un métier complètement différent parce que c'est quasiment instantané. Enfin, en général, vous recevez l'appel d'un client qui vous dit voilà, j'ai besoin de quelqu'un là dans les 15 jours pour effectivement soit un redressement, soit dans une période où ils ont perdu quelqu'un, le temps de recruter quelqu'un d'autre, ils savent qu'il y a une période de 3, 6 mois, 12 mois. En général, ce ne sont pas forcément des postes où vous arrivez avec énormément de management direct, mais c'est souvent pour une tâche bien particulière, le temps que la bonne personne soit recrutée. Donc c'est plutôt des profils très plug and play sur de l'opérationnel. Parce que sinon, effectivement, de bombarder quelqu'un comme ça en manager d'équipe de je ne sais pas combien de personnes, c'est compliqué, ça prend du temps. Ouais. Est-ce que l'équipe perçoit la personne qui arrive comme un sauveur ou comme plutôt un parasite ou comme, enfin, je me demande dans quel état d'esprit. Après, vous me direz bien évidemment, ça dépend. Mais je me dis, quand on est dans une entreprise et que ça ne va pas et puis que c'est une période assez délicate, quelqu'un de l'extérieur qui vient pour nous dire comment faire alors qu'il vient d'arriver et puis qu'il ne sait pas trop. Ouais, alors en général, c'est quand même plutôt pour aider. Donc, ouais. Je pense que c'est la communication après qui fait que... Voilà, il faut que ce soit bien présenté. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui arrive un petit peu du jour au lendemain. Bon, en général, c'est communiqué en interne. On sait que quelqu'un va arriver pour une période donnée. Après, l'idée, c'est que tout le monde travaille main dans la main. Mais c'est vrai qu'il y a des missions plus complexes que d'autres. Ouais. Donc, vous nous avez expliqué que vous êtes sur 2 fronts, qui est le private equity et le recrutement. Donc, vous faites ça essentiellement pour les entreprises, mais vous travaillez aussi avec les fintech? Oui, tout à fait. Alors, moi, la relation avec l'environnement fintech a démarré justement avec mon premier investissement en Business Angel, une société qui fait de l'intelligence artificielle appliquée à l'asset management. Que je salue d'ailleurs, l'équipe de Sésame, qui annonçait d'ailleurs une très belle levée de fonds là, il y a pas longtemps. Et le fait de travailler en finance et d'être en contact de start-up, c'est vrai qu'en général, en tout cas d'un point de vue investisseur, on essaie d'aller vers des sujets qu'on comprend. Sinon, c'est vrai que ça complique encore plus la prise de risque. Et c'est vrai que du coup, on a réitéré l'opération. On a investi l'année dernière dans une deuxième société qui s'appelle Linksy, qui fait plutôt du banking as a service. Pareil, parce que c'est un écosystème qu'on connaît. On peut aussi mettre en relation, apporter des réponses à certaines questions, etc. Et ça fait aussi partie des sociétés qu'on accompagne dans leur levée de fonds. On a fait un petit closing l'année dernière pour une néobanque qui s'appelle Cards. Alors on a une typologie d'investisseurs qui travaillent avec nous qui regardent particulièrement cette thématique. Donc on sait que si on a des bons dossiers, on peut leur apporter et ce sera regardé. Mais surtout qu'on a les clés de lecture. En fait, si on nous présente des dossiers sur lesquels on n'a pas de connaissances en tant que leveur de fonds, votre premier job, c'est d'analyser quand même le projet, de le faire passer au travers d'un certain scoring et de pouvoir dire à l'entrepreneur si on estime avoir suffisamment de clés de lecture pour mener à bien le roadshow, la levée de fonds. Donc l'environnement fintech, oui, on baigne dedans, même si on fait pas que ça. Mais il y a plein de super projets qui se développent et c'est une vraie solution d'innovation
pour un secteur qui justement a besoin de se renouveler, qui est le secteur de la finance au sens traditionnel. Et on en parle aussi énormément sur notre média Fineur, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le pont entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de projets construits autour de la blockchain. On parle avec plein de startups qui proposent des solutions de placement dans des livrets basés sur de la crypto, du placement de trésorerie pour les sociétés basés sur la finance décentralisée, etc. etc. Donc c'est aussi le sujet à la mode. Ça reste fintech parce que son application est financière. Et on sait qu'en fait, les gros acteurs du marché suivent ça de très près et qu'ils rachètent assez facilement ce type de solution parce que ça leur fait économiser des années de développement. On voit beaucoup de plateformes de services pour les banques qui sont rachetées, qui sont intégrées, qui même d'ailleurs après finissent un peu par disparaître une fois que la solution a été intégrée. Mais oui, c'est un secteur dans lequel on grenouille beaucoup. On discute avec des incubateurs. J'encourage d'ailleurs, s'il y a des entrepreneurs en levée de fonds, à nous contacter également. On a plein d'idées. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que pour ces boîtes-là, nous, on a accès à un réseau d'investisseurs global. Et on va aller chercher justement les bonnes caractéristiques chez ces investisseurs pour aider la société dans son développement. C'est un peu le rôle qu'on veut jouer. C'est pas simplement de trouver quelqu'un qui va signer un chèque, mais de dire, ok, nous on comprend bien ton sujet, d'ailleurs on pourrait utiliser la solution et investir. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs avec Sésame, hein. Les fonds qui ont investi avaient d'abord commencé par utiliser la solution, ce qui est un très bon marqueur de confiance du marché. Voilà, donc cet écosystème est bouillonnant en ce moment. Il y a des modes aussi qui passent. Là, c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup de sujets, on va dire blockchain, Web3, crypto. Et comme en plus, je sais que en Suisse, les institutionnels regardent ça d'un très bon œil, c'est aussi ce qui encourage le développement de notre bureau ici. C'est de pouvoir présenter ces dossiers, qu'ils soient suisses, français, luxembourgeois, anglais, peu importe, à des investisseurs un peu plus traditionnels. Comment ça se passe d'ailleurs l'écosystème à Paris au niveau des fintechs? C'est dynamique, je suppose? C'est très dynamique. Il y a plusieurs associations qui ont été créées autour de ça. Alors, il y a des thèmes qui attirent moins les investisseurs aujourd'hui. C'est vrai, lesquels? On voit qu'il y a vraiment une appétence réduite sur déjà tout ce qui est basé sur du B2C. Donc vraiment aller chercher l'utilisateur à l'unité avec des business models qui coûtent très cher en coût d'acquisition et qui ne peuvent survivre que par des successions de levées de fonds. Et on se rend compte que le robinet du cash a quand même été resserré. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'affaires aussi sur les sujets de néobanques. J'en parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que maintenant, les investisseurs veulent voir des solutions avec des revenus récurrents, avec plutôt un consommateur final B2B. Qui a les moyens. Qui a les moyens, donc forcément avec des grilles de prix qui sont plus fortes, qui signent souvent des contrats à l'année, donc ce sont des revenus récurrents. Et c'est vrai que le business model où il faut, entre guillemets, acheter ces consommateurs, ça fait peur. Parce que les investisseurs eux-mêmes savent pas trop si leurs prochaines levées vont bien se dérouler. Donc on n'est plus du tout dans un monde où vous arriviez il y a encore 3-4 ans avec un beau projet en disant nous ce qu'on vise c'est la taille, vous leviez des fonds très facilement. Aujourd'hui, les investisseurs veulent entendre parler de rentabilité. Mine de rien, monter une entreprise, c'est quand même à la fin de pouvoir gagner de l'argent, payer des salaires et d'être indépendant financièrement, alors qu'on a eu des modes de boule de neige. Enfin, il y avait des boîtes qui levaient absolument tous les ans, et donc du coup avec des valorisations qui explosaient, mais des business models jamais rentables. Et ça, c'est vrai que c'est devenu très compliqué. Maintenant, les investisseurs veulent se positionner sur des profils plutôt des projets. Si on n'est pas encore à la rentabilité, la levée de fonds doit permettre de l'atteindre. Et à combien de temps ?
pas dans 15 ans. C'est que si on finance maintenant, il faut que le projet atteigne son point de rentabilité plus vite. J'ai l'impression qu'on n'est plus dans cet esprit de one-shot, de rapidité, etc. Il faut tout avoir tout de suite. On est peut-être plus prêt à attendre, mais pour avoir des résultats plus pérennes et plus successful. En fait, il y a quand même eu beaucoup d'argent investi dans des projets qui n'auraient jamais dû voir le jour ou qui n'auraient jamais survécu s'il n'y avait pas eu un peu ce côté fake, synthétique de l'argent facile. À une certaine époque, vous parliez avec des directeurs d'investissement, ils vous disaient, bah oui, mais comme c'est dans un cadre fiscal avantageux, nous on investit dans certaines boîtes en sachant très bien que ça tient pas la route. Et ça, c'est pas bon parce que ça fausse tout un écosystème. Mais parce que ces mêmes fonds devaient tout investir s'ils voulaient pouvoir relever derrière en disant, on est capable de déployer ces sommes-là. Aujourd'hui, on revient sur des fondamentaux beaucoup plus sains, on se concentre beaucoup plus sur le projet, il y a des due diligence qui sont beaucoup plus poussés, j'allais dire bizarrement, et c'est très bien. Alors il y a plein de projets qui du coup galèrent à lever des fonds, mais est-ce que ça veut dire que le projet est viable ? Faut quand même pas oublier qu'encore une fois, le principe de créer une entreprise, c'est que ça puisse vivre d'elle-même, d'avoir des clients, fabriquer ou acheter des produits, les revendre, gagner de l'argent sur cette opération. Donc il y a un vrai recentrage côté investisseur. Le curseur du risque s'est quand même déplacé justement vers ce point de rentabilité ou en tout cas d'un certain niveau de revenu. Là où avant on pouvait présenter des dossiers de lever les 500 000, 1 million premier euro, c'était faisable en ce qu'on appelle en pré-revenu, donc c'est-à-dire avec juste le concept, le produit, mais pas encore de clients. Cette situation-là est devenue très compliquée. Sur un PowerPoint. Sur un PowerPoint, on pouvait lever plusieurs centaines de milliers d'euros dans la journée. Mais moi, je trouve que le fait de se reconcentrer sur la valeur des projets est hyper positif. D'ailleurs, on le voit, hein, nous, les projets pour lesquels on a levé avaient une vraie raison d'être. Alors qu'il y a plein de boîtes qui ont été créées et qui auraient, encore une fois, jamais dû voir le jour. Mais c'est ce que je trouve fantastique avec l'entrepreneuriat, c'est que en fait, c'est personne qui décide à part le marché. Ah bah de toute façon, c'est la différence entre une idée et un produit. Hein. On voit aussi beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent en disant on va faire ça parce que ça va faire un carton. Et c'est une idée, c'est pas un produit. Parce qu'il n'y a pas de marché. Et c'est un flop, et il n'y a pas de clients, et donc il n'y a pas d'investisseurs, et donc. Mais ce qui, pour moi, est tout à fait naturel. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que devraient fonctionner les choses. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de marché. Point. Voilà, c'est tout. Je trouve que c'est un bon curseur, en fait. Et je pense que c'est vraiment... déjà, il faut savoir mettre l'ego de côté. Ouais, alors ça, il y en a plus d'un qui ont pris des sacrées claques sur les 2 dernières années. Ouais, ça, c'est évident. Et je pense que c'est très bien parce que justement, ça vous oblige à transformer cette idée ô combien elle est géniale en vrai... vache à lait, quoi, ou presque, dans le sens, voilà. Ouais, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait pour transformer cette idée en quelque chose de viable ? Et c'est le marché qui décide. C'est ça, et vous pouvez avoir une super idée au mauvais moment, vous pouvez avoir une super idée trop tôt et un concurrent qui a plus d'argent que vous le développe plus vite. Voilà, c'est l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est le risque de tenter quelque chose, mais avec parfois peut-être un manque de prise de recul sur l'état du marché et de vraiment pouvoir être capable de se dire non, là en fait il n'y a pas de marché. Et ce que je trouve génial avec les fintechs, c'est que vraiment elles sont obligées de se concentrer sur la valeur ajoutée qu'elles apportent au marché. Et ça, c'est vraiment toute la différence. Et comme vous dites, de plus en plus de produits sont axés sur le B2B. Mais c'est pas pour rien non plus, c'est parce que vraiment on veut apporter de la valeur ajoutée aux différents acteurs pour qu'ensemble, après, on arrive à délivrer potentiellement quelque chose au client final qui est le consommateur. Bien sûr. Mais c'est vraiment ça qui est génial, c'est que l'idée, elle peut être très bien, mais si elle n'a pas de plus-value et si elle n'est pas bien ficelée, eh ben, ça ne marchera pas. Et le consommateur qui est un business sera bien plus exigeant qu'un consommateur, en tout cas à des niveaux différents, on va dire.
Et du coup, ça oblige à avoir une certaine qualité puis à une certaine exigence. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien pour l'écosystème de manière générale parce que ça permet d'élever l'exigence. Absolument. Et aujourd'hui, si vous voulez convaincre des investisseurs, il vaut mieux aller dans cette voie-là. C'est parce que vous n'aurez pas autant accès au cash nécessaire pour des développements B2C qui peuvent prendre beaucoup de temps avec des coûts d'acquisition qui ont explosé via certains GAFAM pour pas les citer. Faut s'adapter, voilà. Faut pas. Puis il n'y a rien de pire que l'entrepreneur qui s'entête sur un projet à un moment. De toute façon, quand il n'y a plus de cash, il n'y a plus de cash. Donc faut se poser aussi les bonnes questions. Mais est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui de lever des fonds malgré la bonne idée, malgré la plus-value, malgré tout ce qui va avec? Oui, parce que les investisseurs vont vous demander de ce qu'on appelle bootstrapper plus longtemps, de vraiment leur montrer que le projet a un marché, est viable. Alors, dans le service, j'allais dire, ce qu'on a fait nous, c'est faisable parce que ça ne demande pas d'investissement de base ou à la marge. Si vous vous lancez dans de la deep tech et qu'il y a 2 ans de R&D, c'est un peu différent. Mais une solution B2C, je sais pas, on a vu plein de plateformes de placement, les cryptos, les trucs, les machins. En fait, si les gens n'en ont pas besoin, les gens n'en ont pas besoin, quoi. En fait, si vous n'avez pas prouvé à l'investisseur qu'il y a une masse critique qui a été atteinte assez rapidement parce que justement vous avez créé un besoin sur le marché, c'est que vous n'avez pas de produit. Vous avez encore une fois, vous avez une idée. Pour vous, c'est génial, mais en fait, tout le monde s'en fout et personne l'utilise. C'est une question que j'aime bien poser. Est-ce qu'on investit dans le produit ou est-ce qu'on investit dans les personnes ? Pour moi, les deux sont indissociables. Si vous avez un produit bidon avec la meilleure équipe, si le produit est nul, il n'y a pas de marché. Et à l'inverse, pour avoir le produit le plus génial du monde, on voit des dossiers, nous, la personne qui est à la tête du projet soit très bon techniquement, mais absolument nul commercialement. Il se concentre sur le produit, mais pas sur le marché. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Alors, il y a des fonds qui mettront en thèse d'investissement que eux, c'est l'humain, l'équipe dirigeante, mais ok, très bien. Il y a le diplôme, il y a les premières expériences, le truc, mais ça ne veut pas dire que vous êtes entrepreneur, et ça ne veut pas dire que vous avez un produit qui a un marché. Donc, pour moi, en tout cas dans les investissements que j'ai faits, c'était clairement les deux. C'est voir le potentiel du produit, mais aussi se dire, ok, est-ce que ces gens-là sont capables de l'amener à l'étape d'après ? Qu'est-ce qui est plus facilement remplaçable ? En fait, ce qui est compliqué, c'est que vous avez certaines sociétés où le fondateur, qui est vraiment à l'origine du projet, ne va pas être celui qui va emmener la société à un niveau stratosphérique. Vous avez des gens qui, encore une fois, ont été bons dans le développement, mais n'ont pas forcément cette vision. Parce que le jour où vous remplacez le fondateur, créateur du produit, en général, vous mettez plutôt une équipe et vous développez le sujet. Mais il y a un gros risque. Il ne faut pas que le produit soit identifié à son fondateur, et donc le jour où il s'en va, le produit perd de sa substance. Ce qui est un peu le sujet dans les people business, comme le recrutement, le conseil. Vous vous dites toujours, ah oui, ok, mais le jour où le fondateur s'en va, qui reprend les clients, et est-ce que les clients vont vouloir travailler avec la nouvelle personne ? Donc, c'est hyper compliqué de remplacer le fondateur d'un projet. Donc il vaut mieux, encore une fois, aller sur des projets où on sait que cette personne va pouvoir l'amener aux étapes d'après. Quels sont, selon vous, donc en tant qu'investisseur, par expérience ou par préférence personnelle, quels sont, selon vous, les critères de succès pour qu'est-ce qui fait que vous allez investir dans une entreprise plutôt qu'une autre ? Alors déjà, c'est un investissement financier, donc au-delà de ne pas perdre de l'argent et de récupérer, il y a un sujet de rentabilité. C'est jusqu'où ce projet peut aller, en fait. C'est est-ce que
Est-ce que ça va fonctionner sur le marché français? Ok, très bien. Mais est-ce que ça peut s'exporter? Est-ce que ça peut partir aux États-Unis, en Asie? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un projet auquel on va pouvoir donner de la visibilité? Est-ce que c'est un game changer ou est-ce que c'est une solution de plus? Là, typiquement, on est en train de co-développer et donc d'investir dans une nouvelle société autour de l'intelligence artificielle et de la communication et du marketing. On le fait parce que pour nous, c'est un game changer. C'est-à-dire qu'avec ce produit-là, demain, on peut contrebalancer complètement la façon de faire du conseil, l'utilisation des ressources, remettre de la valeur ajoutée au bon endroit avec les bons profils. Voilà, ça on le fait parce qu'on croit au projet, que les gens qui sont dedans sont des experts de ce sujet-là, qui ont déjà eu des succès par le passé, et donc on y va. Après, vous pouvez avoir des petits jeunes qui ont une super idée. Sésame, quand j'ai investi, il sortait d'université. Donc là, pour le coup, c'était plutôt le sujet de se dire oui, ok, l'intelligence artificielle dans la finance, c'est un sujet, on ne peut pas passer à côté. Donc la profitabilité, le fait que ce soit extensible ou scalable ou que ça a un potentiel de développement national ou international. Au niveau des équipes, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regardez? Clairement, c'est la complémentarité des profils. Si c'est une équipe, c'est important. On parle fintech, donc c'est important qu'il y ait un profil très produit, un peu plus techos. Mais si ça va pas de pair avec un profil beaucoup plus commercial, ça marche pas. En fait, sur l'équipe, ça va être encore au cas par cas. Vous pouvez être convaincu par des gens qui n'ont pas d'expérience et pas l'être par des gens qui ont monté plein de boîtes. Voilà. Et encore une fois, c'est de se dire jusqu'où ça peut aller. Est-ce que ce projet-là, demain, comment on en sort? Donc, est-ce que ça va intéresser un concurrent international parce que c'est clé pour le marché? Est-ce que les fonds vont s'arracher les tickets tous les 2-3 ans et donc la valorisation va exploser? Parce que c'est aussi ça, hein, le non-côté, il faut pouvoir en sortir. Les valorisations entre guillemets un peu fictives, c'est chouette, mais à un moment, il faut rendre liquide la position. Donc c'est comment on en sort, avec quel timing et avec quelle prise de risque. On a eu un expert dans l'investissement qui nous parlait justement par rapport aux critères de réussite et par rapport aux équipes. Il disait que, il faudrait de la complémentarité, donc ce que vous avez mentionné. 2, il disait qu'ils n'aimaient plus trop les one-man shows. Ils n'aimaient plus qu'il n'y ait qu'une seule personne qui fait tout parce qu'il y a un risque de burn-out, il y a un risque d'être dépassé et puis surtout qu'il n'y a pas toutes les compétences nécessaires pour mener le projet. Il disait que les mélanges hommes-femmes marchait assez bien aussi au niveau de la complémentarité, et il disait qu'il fallait pas une trop grosse équipe parce que là c'était vraiment les personnes au bout d'un moment n'étaient plus autant investies et puis elles se déresponsabilisaient. Puis il disait que idéalement ce serait une équipe entre 2 et 3 personnes avec un mélange homme-femme et de la complémentarité dans les compétences. De toute façon, on est globalement, alors après ça dépend un peu du projet, mais on est quand même plus fort à plusieurs. C'est vrai que vous avez rarement 3 cofondateurs qui ont exactement le même profil. Aujourd'hui, on ne voit pas un projet sans un tech, et au moins ça, ou un profil très, très produit. Cette complémentarité, elle est obligatoire. C'est vrai que le one-man show, ça multiplie le risque parce qu'il y a aussi le sujet du un jour peut-être qu'il ou elle va juste en avoir marre, va perdre la motivation, ou une fois qu'il aura vendu ses parts ou quoi que ce soit, s'en va. Et si en fait c'est cette personne-là qui drive le projet, oui, effectivement c'est compliqué. Donc si vous investissez dedans, il faut être certain que tout le monde regarde bien dans la même direction et avec quel timing. Et oui, homme-femme, ça évidemment, je pense qu'on réfléchit de façon très différente et on aborde les projets de façon très différente, hommes et femmes. Donc ça c'est forcément positif. Après, ce ne sont pas des critères. Et puis encore une fois, il n'y a pas de projet parfait, donc c'est au cas par cas. Il y a des secteurs dans lesquels il y a de fait très peu de femmes, par exemple. Ou alors vous arrivez à trouver un cofondateur supplémentaire qui va apporter
un volet, je sais pas, plus commercial, plus marketing, plus communication, un truc comme ça. Mais c'est toujours mieux effectivement d'avoir deux voire trois, parce que voilà, il y en a un qui peut aussi quitter l'aventure en cours de route, c'est-à-dire qu'il vous en reste au moins un ou deux pour continuer à faire tourner la machine. Et après, au-delà, effectivement, on voit pas trop de projets avec 4, 5, 6 cofondateurs, ou alors les deux autres sont un peu à la marge, très minoritaires. En tout cas, ce qui est important, c'est que quand vous investissez dans un projet, que le fondateur ou les cofondateurs aient encore suffisamment de capital pour pouvoir aller vers les levées de fonds suivantes, notamment la série A qui est souvent clé pour le développement d'une boîte. Si vous avez des cofondateurs qui ont un peu fait n'importe quoi, qui ont levé à droite à gauche, qui sont énormément dilués, en fait après vous n'avez plus du tout le même alignement des intérêts et c'est un peu dangereux d'avoir des cofondateurs qui sont plus à la tête du projet d'un point de vue capitalistique. Donc ça c'est assez important, ce qu'on appelle la table de capitalisation, de regarder à combien ils sont, est-ce qu'il y en a un qui a plus que l'autre, et qui y a autour d'eux en fait. Est-ce qu'ils ont complètement explosé le capital avec du friends and family et tout le monde a mis 1000 balles au début, mais en fait se retrouve avec une participation trop importante pour un nouvel investisseur, ou est-ce qu'ils se sont déjà trop dilués, donc ça veut dire que relever des fonds, vous avez des entrepreneurs minoritaires. Voilà, alors après ça dépend encore une fois de la thèse de l'investisseur, mais ça c'est quelque chose qu'on regarde tout à fait. C'est pas évident de trouver ce bon équilibre. Non, parce que encore une fois, chaque projet est unique, donc il n'y a pas vraiment de règles. Quel serait l'idéal ? Je sais que ça dépend. Je vais botter en tout. Je veux dire, ça dépend un peu du projet. Alors quel serait le minimum, en tout cas à avoir ? Il faudrait que les cofondateurs aient un minimum de temps. Vous parlez de répartition du capital. Oui. C'est suffisamment pour... en fait, à chaque levée de fonds, grosso modo, vous ouvrez entre 15 et 25% de votre capital. La base, on va dire, la moyenne, c'est une start-up assez jeune va lever 20% de son capital. Et donc, on valorise à 5 fois ce qu'on lève. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'ils aient suffisamment pour que, à la deuxième fois où vous réouvrez 20% du capital, ils soient encore majoritaires, au moins à E2 ou à E3. En fait, il faut compiler les trois. Faut compiler les trois s'il y a 3 cofondateurs. Et si vous avez une seule personne, en général, il a quand même beaucoup plus de capital au démarrage. Donc ça permet de le réduire petit à petit, mais sans mettre en danger son côté majoritaire. Tant que les cofondateurs restent majoritaires, c'est l'essentiel. Alors ça c'est faisable jusqu'à la série A. Après, encore une fois, si c'est un business qui a besoin de lever régulièrement, de toute façon la dilution elle est inévitable, mais c'est le jeu. Voilà, à ce moment-là, faut faire un business qui est rentable et vous n'avez pas besoin d'investisseurs. Donc ça va tout simplement dépendre aussi de la feuille de route en termes de cash. Est-ce que ça risque pas d'affecter la motivation au bout d'un moment des fondateurs qui disent de toute façon je suis plus majoritaire C'est ce que je disais, c'est que quand un fonds investit dans une boîte, il faut que, un fonds ou un investisseur, peu importe, on met en place ce qu'on appelle des management packages, c'est-à-dire de dire à l'entrepreneur ok, on investit dans ta boîte, mais tu prends pas tout l'argent tout de suite, on se met des objectifs ensemble, et en gros, le ticket, le golden ticket, il arrive dans quelques années, une fois qu'on a vraiment développé la boîte. Parce que sinon, prenez un entrepreneur qui a cravaché pendant 5 ans, 10 ans sur un projet, qui fait un exit assez confortable, et à qui on promet rien de plus dans les années à suivre, oui, clairement, il y a un manque de motivation. En fait, ce qui fait avancer l'entrepreneur, c'est aussi la carotte qui va aller chercher le jour où il revend sa boîte. Alors, l'exit, donc c'est quand un entrepreneur revend justement sa boîte qu'il a créée, puis qu'après il trouve des investisseurs et qu'il la revend, mais certains entrepreneurs, je pense qu'ils n'ont pas toujours envie de revendre. Non, et puis il y a des entrepreneurs qui
ne quitteront jamais leur projet. Ils peuvent avoir tout revendu, mais ils peuvent négocier un salaire et ils restent dans la boîte. D'autres vont prendre le cash et travailler sur un autre projet. Encore une fois, on voit de tout, et ça c'est extrêmement personnel. Ça dépend vraiment de la personnalité de l'entrepreneur. En fonction de l'âge, vous arrêtez pas tout, puis ça dépend aussi des montants. Tout le monde ne revend pas sa boîte 400 millions. Donc voilà, ça dépend vraiment de là où vous en êtes dans la vie et ce qui vous motive. Tout le monde n'est pas motivé par l'argent. Il y a des entrepreneurs qui sont vraiment projet, produit, ils pensent qu'à ça, et à la limite, l'intérêt financier vient après. Qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Il en faut. Il en faut, mais en même temps, en tant qu'investisseur, on a aussi envie de quelqu'un qui veut rentabiliser sa boîte et la faire grossir.